Un vent froid de la mer du Nord fouette le visage, coupant le souffle jusqu'à la douleur. À l'horizon, des silhouettes de longs navires, leurs proues se dressant au-dessus des vagues, telles des têtes de monstres. Mais où sont ces cornes? Où sont les casques effrayants avec lesquels tableaux, films et jeux nous terrifient depuis des siècles? Pourquoi les archéologues, ayant fouillé des milliers de kurganes et de sépultures, n'ont-ils trouvé aucun casque à cornes? Et s'il n'existait pas, qui et pourquoi a fait croire au monde entier à ce mythe? Les historiens affirment. Au cours de toutes les fouilles, y compris les célèbres découvertes de Djermunbu et de Gokstad, aucun casque de combat à cornes n'a été trouvé. Tous les spécimens découverts étaient lisses, en fer, avec un nasal renforcé. Le casque à cornes découvert au Danemark n'appartient pas à l'ère viking, mais à l'âge du bronze, 1000 ans avant leur apparition. Mais pourquoi, dans l'esprit de millions de personnes, les cornes sont-elles devenues le symbole du Nord? Le masque de guerrier, dissimulant le visage derrière d'étroites fentes pour les yeux, s'appelait Spangenhelm, du mot spanga, c'est-à-dire bande métallique. C'était un casque robuste, mais lourd, pesant environ 2 kg, qui protégeait la tête des coups d'épée et de hache. Le Spangenhelm ne brillait pas au soleil. Au contraire, il était souvent recouvert de cuir ou de laine pour ne pas éblouir les siens au combat. Imaginez la ligne de combattants nordiques. Les côtes de mailles résonnent, les haches se lèvent, le souffle s'échappe en buée de la bouche. Pas de cornes théâtrales, seulement l'acier, le cuir et le souffle rauque d'hommes marchant vers la mort. Le viking n'ornait pas son casque, il cachait son visage pour que la peur soit du côté de l'ennemi et non du sien. Mais le mythe des cornes n'est pas né de rien. Lorsque, au XIXe siècle, l'Europe a redécouvert les Vikings, artistes et théâtres cherchaient désespérément un symbole de sauvagerie et de barbarie. C'est alors que naît la légende. Des costumiers allemands ajoutent des cornes au casque pour les opéras de Richard Wagner. Et à partir de ce moment, cette fausse image devient une partie indissociable de la conscience collective. Et pourtant, derrière la fiction se cache toujours l'ombre d'une vérité. Car autrefois, bien avant les Vikings, les cornes avaient effectivement une signification dans les rites du Nord. Qui donc les portait? Et pourquoi? Avec cette question, commence une histoire où la vérité sur les Vikings se révèle bien plus dramatique que n'importe quel mythe. Le brouillard du Nord s'étend sur les collines pierreuses, là où les archéologues ont un jour trouvé 2 étranges casques de bronze à cornes. Ils sont datés d'environ le XIe siècle avant notre ère, une époque où aucun Viking n'existait encore. Ces casques de Vixo et de Gelshaug ne portaient aucune trace de dommages de combat. Ils étaient trop fins pour résister à un coup. Leurs cornes se terminaient par de minuscules figurines d'oiseaux. Ce n'était pas une arme, mais un symbole rituel. Symbole d'un culte ancien, où les guerriers ne se battaient pas encore pour la terre, mais dansaient pour les dieux. À ces rites participaient des prêtres, que les historiens modernes appellent les chamans de l'âge du bronze. Leur but n'était pas la victoire, mais la connexion avec l'au-delà. C'est de là qu'est né l'archétype le plus ancien, l'homme cornu, médiateur entre le monde des vivants et celui des morts. Son apparence s'est conservée dans les peintures rupestres où des gens à cornes se tiennent à côté de disques solaires. Ce symbole signifiait la force, la fertilité et le pouvoir de la nature. Et c'est de là que, des millénaires plus tard, les artistes du XIXe siècle, sans comprendre le contexte, ont emprunté le motif des cornes, l'attribuant aux Vikings. Le mot berserker est devenu plus tard synonyme de rage folle, mais dans son sens originel, il signifie « celui qui porte une peau d'ours ». Les berserkers combattaient sans armure, leur peau était leur armure. Les contemporains croyaient que ces guerriers tombaient dans une fureur de combat, semblable à une transe. Et c'est là que, selon certains chercheurs, apparaît le lien entre les rituels anciens et la culture guerrière des Vikings. Non pas des cornes, mais la bête intérieure. Voilà ce qu'ils éveillaient avant le combat. Imaginez le chant après la bataille de Koparvik. Le silence, l'odeur du sang, des corps sur la terre froide. Sur eux, de simples casques de fer, des cottes de mailles, des boucliers en bois, pas une seule corne. Seulement une praticité brute et l'expérience de marins qui savaient que chaque détail superflu était une chance de périr. Les cornes auraient pu s'accrocher aux branches dans la forêt, se briser lors d'une bagarre, empêcher de mettre une capuche ou un camail de cotte de maille.
Dans un vrai combat, cela aurait été stupide et dangereux. Les casques trouvés à Djermunbu étaient faits de 4 plaques de fer reliées par des bandes. En bas, un anneau de fer auquel était fixé un masque et une plaque de nuque. Ce type de protection était appelé casque à calotte. Il était cher, seuls les jarls et les konungs pouvaient se le permettre. La plupart des guerriers allaient au combat sans casque, couvrant leur tête de bonnets de laine. Les archéologues ont calculé que pour 100 sépultures de l'époque viking découvertes, il n'y avait qu'un seul casque. Cela ne témoigne pas de la pauvreté, mais de la priorité donnée à la mobilité et à la vitesse. Selon les chroniques anglo-saxonnes, les Vikings débarquaient souvent par surprise, attaquant depuis la mer en quelques minutes. Leur force résidait dans la manœuvre, dans la peur qu'ils inspiraient, et non dans une apparence théâtrale. Et la peur n'a pas besoin de cornes. Elle vit dans le silence avant l'assaut, dans l'éclat du fer sous un ciel gris, dans le grondement des tambours qui résonnaient lorsque les dracars touchaient le rivage. Les archéologues notent que des cornes rituelles existaient bel et bien, mais pas sur les casques, plutôt tenus à la main. Le cor, ou lure, était utilisé comme instrument de musique pour rassembler les guerriers. Son son, prolongé, grave, presque animal. C'est peut-être ce grondement que les ennemis des Vikings entendaient autrefois avant une attaque qui a donné naissance à la légende des casques à cornes, une rumeur transformée par le temps en une image. Mais il y a une autre raison pour laquelle ce mythe s'est avéré si tenace. Au XIXe siècle, l'Europe traversait un engouement romantique pour les barbares. Les artistes cherchaient un symbole de sauvagerie, de force primitive, et l'ont trouvé dans les cornes. Le théâtre de Wagner, la production de l'Anneau du Nibelung, c'est là que le costumier Karl Emil Doppler a ajouté pour la première fois d'énormes cornes au casque des acteurs. Elles n'avaient aucun rapport avec l'archéologie, mais fonctionnaient parfaitement sur scène. Les spectateurs dans la salle ressentaient une terreur primale. Ainsi, le mensonge est devenu plus beau que la vérité. Et pourtant, lorsque les archéologues du XXe siècle ont fouillé de véritables sépultures vikings, la vérité a éclaté. Les vrais casques, sans ornements, sans éclat superflu, couverts de rouille et de sueur. Ils en disaient plus que n'importe quel mythe. Ces casques ne jouaient pas un rôle, ils sauvaient des vies. Et chaque coup sur le métal, chaque trace de marteau sur le fer rappelait « les Vikings n'étaient pas des monstres d'opéra, mais des êtres humains vivants. Des gens qui savaient que la véritable horreur n'était pas dans les cornes, mais dans les yeux de celui qui allait à la mort sans peur. » Mais pour comprendre à quoi ressemblait exactement leur véritable combat, il faut plonger au cœur de leur art militaire. Dans cette tempête instantanée que les anciens chroniqueurs appelaient le tourbillon du Nord. Une vague de tempête se brise sur les rochers. Le long de la côte, on entend le bruit rythmique des rames. Des guerriers à longue barbe rament au rythme du tambour. Ce n'est pas une foule de sauvages, comme on aime le montrer au cinéma. C'est une machine de guerre, bien huilée et disciplinée. Les navires, appelés dracars, du mot dragon, car la proue du navire était ornée d'une gueule de monstre sculptée, pouvaient parcourir des centaines de kilomètres en mer et sur les rivières, à la voile ou à la rame. Chaque dracar pouvait accueillir environ 60 personnes. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une arme de guerre éclair. Avant le combat, les Vikings enlevaient tout ce qui était superflu de leur tête. Le fer était réservé aux coups principaux. Des casques simples en cuir ou des bonnets épais en laine étaient courants. Seuls les jarls les plus riches possédaient des Spangenhelms en fer, souvent avec un masque qui couvrait le visage. Mais aucune source des 9e, 11e siècles, ni la saga des Jomsviking, ni les chroniques des Francs, ni les descriptions du voyageur arabe Ibn Fadlan ne mentionnent de cornes. Pas une seule. En revanche, tous notent. Les Vikings terrifiaient non par leur apparence, mais par leur manière de combattre. Avant l'attaque, les guerriers se regroupaient en une formation dense appelée cochon, ou en scandinave, Svinfylking. C'était un coin qui s'enfonçait dans les rangs ennemis avec une force monstrueuse. À leur tête marchaient les berserkers, ceux-là même qui, selon les légendes, perdaient leur forme humaine et combattaient avec la folie d'une bête. Les contemporains les décrivaient comme des hommes qu'il était impossible d'arrêter. Ils ne ressentaient pas la douleur, ne reculaient même pas face à des blessures mortelles.
Au moment de l'attaque, un cri de guerre retentissait, prolongé comme le hurlement d'un loup, un son capable de paralyser l'ennemi avant même le choc. Les archéologues ont trouvé des os portant des traces de cicatrices de coups d'épée et de haches, et à côté, de simples casques de fer sans ornement. Ces objets parlent plus fort que toutes les légendes. Leur praticité est la manifestation d'une véritable logique nordique. Vivre simplement, frapper avec précision, mourir avec honneur. Lorsque les ennemis voyaient des centaines de dracars surgir de la brume matinale, ils n'avaient pas besoin de cornes pour comprendre qui arrivait. Les Vikings eux-mêmes étaient devenus l'incarnation de la terreur. Ils étaient comme la tempête, impassibles, implacables, froids. Leur force, non pas dans les costumes, mais dans la discipline et la capacité d'agir sans peur. Les Vikings ne portaient pas de cornes, car elles n'étaient pas nécessaires à ceux qui étaient déjà devenus un symbole de peur. Les découvertes archéologiques à Birka, Uppsala et Trelleborg confirment. L'armure des Vikings était minimaliste. Côte de mailles, haches, boucliers, parfois un casque. Le poids de l'équipement complet ne dépassait pas 20 kg, ce qui leur permettait de se déplacer plus vite que l'ennemi. Le bouclier, léger en tilleul, d'environ 80 cm de diamètre. Leurs épées, courtes, équilibrées, souvent avec l'inscription Ulfbert, le signe du maître, forgé en acier franc. Les chroniques franques racontent que lorsque les Vikings partaient au combat, ils riaient, comme s'ils se moquaient de la mort. Un scribe a noté, ils chantaient avant la bataille, comme si un festin commençait. Cet état était appelé Odrerir, littéralement l'ivresse d'Odin. Cela ne signifiait pas la folie, mais une fusion avec l'esprit de la guerre. Pour de tels guerriers, les cornes auraient été non pas un symbole de force, mais un fardeau gênant. Néanmoins, des cornes étaient bien présentes, mais à un tout autre endroit, dans les longues maisons où des festins étaient organisés après le combat. On y buvait de l'hydromel et de l'âle, en portant des toasts aux défunts. Ces cornes étaient appelées myodornes, corps à hydromel. Ce sont elles qui ont plus tard créé la confusion pour les romantiques du 19e siècle. La corne dont on buvait s'est transformée en la corne que l'on aurait prétendument portée. Tout cela montre à quel point l'humanité confond facilement le symbole et la réalité. Le casque à cornes est devenu une icône parce qu'il est pratique pour l'imagination. Mais le vrai Viking, debout sur le pont sous la pluie battante, le visage brûlé par le vent, n'avait pas besoin d'artifice. Ses yeux étaient plus effrayants que n'importe quelle corne, et pourtant, il y a quelque chose qui rend cette légende plus profonde. Car si les casques à cornes n'existaient pas, pourquoi donc, même après les révélations des archéologues, le mythe n'a-t-il pas disparu ? Pourquoi des milliers de gens voient-ils encore en eux un symbole de courage et de sauvagerie alors que la vérité réside dans l'humble fer et la froide détermination ? La réponse ne se trouve pas dans l'histoire, mais dans la mémoire humaine, dans la manière dont nous choisissons de voir le passé. Des centaines d'années plus tard, après que les derniers konungs nordiques eurent déposé les armes, l'image du viking n'est pas morte. Elle a changé, elle est devenue une légende, et une légende, comme on sait, vit plus longtemps que la vérité. Lorsque, au XIXe siècle, l'Europe connaissait un essor romantique, l'attention des historiens, des artistes et des poètes s'est tournée vers le passé. Le Nord est redevenu à la mode, froid, austère, barbare. Les gens de l'ère de l'industrialisation aspiraient à un monde de force et de simplicité, où tout se réglait par l'épée et non par le papier. C'est alors qu'est né un nouveau viking, non pas celui qui ramait dans la tempête, mais celui qui posait sur les toiles et chantait dans les opéras. Durant ces années, le compositeur allemand Richard Wagner créait sa tétralogie monumentale L'Anneau du Nibelung. L'action s'y déroulait dans un Nord mythique, où humains et dieux étaient mêlés dans une lutte. Mais Wagner composait la musique tandis que l'image des héros était créée par les artistes. Et c'est l'artiste Karl Emil Doppler qui a pour la première fois coiffé les acteurs de casques à cornes. Il voulait souligner la sauvagerie et la puissance animale des héros. Les cornes sont devenues une métaphore théâtrale, un symbole de force primitive. Personne n'avait imaginé que les spectateurs le prendraient au pied de la lettre. Lorsque les productions wagnériennes ont fait le tour de l'Europe, les cornes sont devenues un signe de l'époque. Journaux, affiches, illustrations ont adopté le nouveau style. C'est ainsi qu'a commencé la seconde naissance des Vikings.
Les artistes du 19e siècle, Otto Sinding, Arbo, Eric Werenskild, les représentaient avec des cornes, des fourrures et des normes haches. Et bien que les archéologues sutent déjà à l'époque que ce n'était pas la vérité, l'art s'est avéré plus fort que la science. Le romantisme exigeait des héros avec une légende, et non des hommes en cotte de maille. Le terme skald, poète de l'ancienne Scandinavie, signifiait dans les anciennes sagas un gardien de la mémoire. Les skalds chantaient les exploits, mais non pas pour la précision, mais pour l'inspiration. Et dans ce sens, les artistes du 19e siècle sont devenus les nouveaux skalds de l'Europe. Ils ont créé non pas une histoire, mais un mythe dans lequel la vérité s'est dissoute dans l'esthétique. Dans ce contexte, l'archéologie ne faisait que naître en tant que science. Les fouilles de Gokstad et d'Oz à la fin du 19e siècle ont bouleversé la société. Mais le vrai viking, debout sur le pont sous l'averse, le visage brûlé par le vent, n'avait pas besoin de décoration. Ses yeux étaient plus effrayants que n'importe quelle corne. Et pourtant, il y a quelque chose qui rend cette légende plus profonde, car si les casques à cornes n'existaient pas, pourquoi donc, même après les révélations des archéologues, le mythe n'a-t-il pas disparu? Pourquoi des milliers de gens voient-ils encore en eux un symbole de courage et de sauvagerie, alors que la vérité réside dans l'humble fer et la froide détermination? La réponse ne se trouve pas dans l'histoire, mais dans la mémoire humaine, dans la manière dont nous choisissons de voir le passé. Des centaines d'années plus tard, après que les derniers konungs nordiques eurent déposé les armes, l'image du viking n'est pas morte. Elle a changé, elle est devenue une légende, et une légende, comme on sait, vit plus longtemps que la vérité. Lorsque, au XIXe siècle, l'Europe connaissait un essor romantique, l'attention des historiens, des artistes et des poètes s'est tournée vers le passé. Le Nord est redevenu à la mode, froid, austère, barbare. Les gens de l'ère de l'industrialisation aspiraient à un monde de force et de simplicité, où tout se réglait par l'épée et non par le papier. C'est alors qu'est né un nouveau viking, non pas celui qui ramait dans la tempête, mais celui qui posait sur les toiles et chantait dans les opéras. Durant ces années, le compositeur allemand Richard Wagner créait sa tétralogie monumentale L'Anneau du Nibelung. L'action s'y déroulait dans un Nord mythique, où humains et dieux étaient mêlés dans une lutte. Mais Wagner composait la musique, tandis que l'image des héros était créée par les artistes. Et c'est l'artiste Karl Emil Doppler qui a pour la première fois coiffé les acteurs de casques à cornes. Il voulait souligner la sauvagerie et la puissance animale des héros. Les cornes sont devenues une métaphore théâtrale, un symbole de force primitive. Personne n'avait imaginé que les spectateurs le prendraient au pied de la lettre. Lorsque les productions wagnériennes ont fait le tour de l'Europe, les cornes sont devenues un signe de l'époque. Journaux, affiches, illustrations ont adopté le nouveau style. C'est ainsi qu'a commencé la seconde naissance des Vikings. Les artistes du 19e siècle, Otto Sinding, Arbo, Eric Werenskiold, les représentaient avec des cornes, des fourrures et d'énormes haches. Et bien que les archéologues sussent déjà à l'époque que ce n'était pas la vérité, l'art s'est avéré plus fort que la science. Le romantisme exigeait des héros avec une légende, et non des hommes en cotte de maille. Le terme skald, poète de l'ancienne Scandinavie, signifiait dans les anciennes sagas un gardien de la mémoire. Les skalds chantaient les exploits, mais non pas pour la précision, mais pour l'inspiration. Et dans ce sens, les artistes du 19e siècle sont devenus les nouveaux skalds de l'Europe. Ils ont créé non pas une histoire, mais un mythe, dans lequel la vérité s'est dissoute dans l'esthétique. Dans ce contexte, l'archéologie ne faisait que naître en tant que science. Les fouilles de Gokstad et d'Oz à la fin du 19e siècle ont bouleversé la société. Les gens ont pour la première fois vu de véritables navires vikings, leurs armures, leurs ustensiles, et plus les scientifiques trouvaient de faits, plus la réalité divergeait de l'image. Pas un seul casque à cornes, seulement le fer, le bois, l'os. Mais la conscience collective avait déjà décidé. Un viking sans cornes n'est pas un viking. Ce paradoxe s'est poursuivi au XXe siècle. Hollywood, à partir des films des années 50, a ancré le style à cornes. Le cinéma ne tolérait pas la vérité ennuyeuse. Les spectateurs voulaient de la reconnaissabilité.
Ainsi, des acteurs vêtus de fourrure avec de lourds casques sont passés de l'écran à la culture de masse. Jeux, caricatures, emblèmes sportifs, tous répétaient la même erreur. Mais le paradoxe est que cette image, née du théâtre, est involontairement devenue le reflet du véritable esprit des Vikings. Ils étaient en effet sauvages, mais pas extérieurement, intérieurement. Leur force résidait dans la détermination. Les historiens modernes, tels que Neil Price et Leslie Webster, notent « Le mythe des cornes est devenu un symbole d'insoumission. Les gens y voient non pas l'archéologie, mais le caractère. Les découvertes archéologiques confirment, les véritables casques vikings étaient ornés non pas de cornes, mais de motifs représentant souvent des animaux. Loups, corbeaux, dragons. Ces symboles reliaient l'homme au monde des dieux, surtout avec Odin, le protecteur de la guerre et de la sagesse. Le corbeau était son œil, le loup ses dents, et le dragon son souffle. Ces signes n'étaient pas du théâtre, mais une prière gravée sur le métal. On pourrait dire que les cornes sont une métaphore qui a échappé à tout contrôle. Ce qui devait désigner la force spirituelle bestiale est devenu un ornement physique. Et cela reflète la tendance humaine éternelle, voir l'extérieur au lieu de l'intérieur. Nous croyons aux cornes parce qu'elles sont compréhensibles. Elles donnent forme à la peur. Et l'intrépidité qui se cachait derrière les véritables casques est trop simple. Elle n'a pas de décoration. Lorsque les archéologues du XXe siècle ont commencé à réfuter publiquement ce mythe, la société ne voulait plus écouter. Les journaux écrivaient « Les scientifiques détruisent d'un rêve ». Ainsi, la vérité a de nouveau perdu. Mais cette défaite ne s'est pas avérée vaine, car derrière chaque mythe sur les Vikings se cachait toujours une vérité. Un homme qui choisit le risque, le froid et la tempête au lieu de la paix. Et c'est pourquoi les cornes, ce n'est qu'un miroir, reflétant cette même énergie qui les poussait vers la mer. Et là, dans les vagues glacées, ils ne trouvaient pas la gloire, mais une épreuve. Et chaque survivant comprenait, la véritable armure n'est pas sur la tête, mais dans le cœur. La mer gronde sous la quille, les vagues se brisent contre la proue du drakkar, l'air sent le sel et le fer. C'est une véritable scène de la vie de ceux que l'on appelait les loups de mer. Les Vikings partaient en expédition non pour des symboles, mais pour la survie. Leur terre était rude, était court, champs pierreux, hiver de famine. C'est pourquoi ils cherchaient leur destin en mer, où chaque tempête pouvait être la dernière. Et c'est précisément cela qui les rendait plus forts que n'importe quel ennemi. Ils n'avaient pas besoin de cornes pour inspirer la peur. La peur émanait de leur propre détermination. Les historiens notent qu'au 9e et 10e siècle, Les Vikings ont mené des milliers d'expéditions, des côtes d'Angleterre à Constantinople. Ils débarquaient avec une précision fulgurante, attaque, pillage, retraite. Leur force résidait dans la vitesse et la coordination. Un seul navire pouvait parcourir plus de 100 km par jour si le vent était favorable. Mais plus important encore, ils étaient des maîtres de la ruse. Fausses retraites, raids nocturnes, passages fluviaux soudains. Leurs ennemis ne comprenaient souvent pas d'où venait le coup. Avant de prendre la mer, des rites spéciaux étaient observés. Au coucher du soleil, les guerriers jetaient une goutte de sang animal dans l'eau pour apaiser les esprits de la mer. Ensuite, un feu de joie était allumé sur la côte, où un skald chantait ceux qui n'étaient pas revenus. Ces chants n'appelaient pas à la gloire, mais au souvenir. Les Vikings savaient, chaque expédition pouvait être la dernière. Et lorsque les guerriers mettaient leurs casques, fût-ce sans cornes, ils le faisaient néanmoins comme un rituel sacré. Les découvertes archéologiques de Birka et Ladoga confirment, l'équipement des Vikings se distinguait par son utilité. La cotte de maille pesait environ 10 kg, l'épée 1,5 kg, le casque environ 2. Le bouclier en tilleul était léger, mais suffisamment solide pour parer un coup de hache. Et la hache, à son tour, était leur arme principale. Non pas une épée de chevalier, mais un outil de la vie quotidienne, adapté au combat. Les Vikings l'appelaient « brodex », la hache large. Avec elle, on pouvait aussi bien construire une maison que détruire des portes.
Celui qui avait vu une bataille viking disait qu'ils se battaient non pas pour crier, mais pour le silence. Leurs coups étaient précis, mesurés, presque froids. Pas de vêtements voyants, pas de plumes, ni de cornes. Seulement le fer gris et un regard où il n'y avait pas de peur. Ils ne cherchaient pas à paraître des monstres, ils l'étaient dans l'action, et non dans l'apparence. Les contemporains écrivaient que les Vikings combattaient souvent sans casque du tout. Le fer était rare, et porter un casque était considéré comme un privilège. Celui qui possédait un casque devenait un pilier au combat, le centre de la formation. Ces combattants étaient appelés Huskarl, les gardes du corps du konung. Ils tenaient la ligne pendant que les autres encerclaient l'ennemi. Ce sont leurs casques, avec des renforts cruciformes que les archéologues ont retrouvés plus tard. Et aucun d'eux n'avait de cornes. Dans l'une des descriptions des chroniques anglo-saxonnes, il est dit « Ils ressemblaient à des loups dont les yeux brillent dans la nuit ». Ce n'était pas une image d'ornement, mais d'un état intérieur. Les historiens modernes appellent cela l'effet de peur, une arme psychologique que maîtrisaient les guerriers nordiques. La force ne résidait pas dans le fait de paraître effrayant, mais dans le fait de l'être intrinsèquement. Dans la mémoire culturelle de l'humanité, les cornes ont toujours symbolisé le pouvoir, la force et la fureur divine. Mais pour les Vikings, le symbole du pouvoir n'était pas du tout le casque à cornes, mais le marteau de Thor, un signe de protection et de tonnerre. Cette amulette était portée autour du cou et non sur la tête. Il signifiait « la force ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais dans la croyance que le dieu du tonnerre marche à leur côté ». Et pourtant, le paradoxe demeure. 1000 ans plus tard, l'humanité n'a pas retenu ces amulettes, ni les casques réels, mais les cornes inventées. Parce que les cornes sont faciles à dessiner, mais la détermination intérieure, non. Elle n'est pas visible sur une toile. Elle ne peut pas être vendue comme souvenir. C'est pourquoi le mythe a triomphé. Mais chaque casque retrouvé par un archéologue couvert de houille est un défi à la légende. Il murmure la vérité, doucement, comme une vague sur la côte. Nous étions différents. C'est peut-être cela qui rend l'histoire des Vikings si grande. Ils n'ont pas besoin d'ornements pour rester un symbole de bravoure. Leur véritable corne, c'est le son du vent dans les voiles, le grondement des tambours dans la tempête, le cri des mouettes au-dessus d'une côte calcinée. Et dans chacun de ces sons, non pas un mythe, mais une force vivante, que ni le temps ni le théâtre ne pourront effacer. Mais avant de comprendre pourquoi ce mythe n'a pas disparu, même au XXIe siècle, il faut regarder plus profondément, dans la nature humaine, dans cette même attraction pour la légende, plus forte que toute preuve. Pourquoi donc, malgré toutes les fouilles, les expositions muséales et les livres scientifiques, des millions de personnes croient-elles encore que les Vikings portaient des casques à cornes? La réponse est simple et effrayante. Le mythe est plus commode que la vérité. La vérité, elle est dure, froide, dénuée de romantisme, tandis que le mythe réchauffe, même s'il est faux. Les gens veulent voir des héros et non des marins gelant sous la pluie. Ils veulent du spectacle, pas de la réalité. C'est pourquoi les cornes sont restées. Elles ont traversé les époques, brûlé la vérité et sont revenues dans la culture comme un symbole de sauvagerie, de force et d'insoumission. Lorsque les archéologues du XXe siècle, des chercheurs norvégiens ou spécialistes britanniques de la Scandinavie, publiaient de nouvelles découvertes, il semblait que le mythe allait s'effondrer. Dans les vitrines des musées se trouvaient de vrais casques, ternis, bosselés, sans aucune ornementation. Les scientifiques montraient des photographies, des dessins, des reconstructions. Ils écrivaient « Aucun casque de combat à cornes n'a été trouvé ». Mais le mythe a continué à vivre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un symbole non pas du passé, mais de l'imagination. Car l'homme a besoin non seulement de savoir, mais aussi de ressentir. Et quand le spectateur voit un viking avec un casque à cornes au cinéma, il ne recherche pas la précision historique. Il cherche de l'énergie. Ces cornes sont devenues un langage visuel de la force, celle que l'homme aimerait posséder. Nous avons nous-mêmes créé ce symbole pour nous souvenir de ce qui ne nous reste presque plus, le courage d'affronter la tempête. Et pourtant, la vérité n'a pas disparu. Dans les musées archéologiques d'Oslo, Stockholm, Copenhague, on peut voir des découvertes authentiques. Le casque de Djermundbu, des épées runiques, des cottes de mailles, des dracars restaurés. Sur les pièces de fer, des traces de coups, des traces du temps.
Elle parle sans mots. Chacun de ces objets témoigne d'une époque où l'homme et le métal ne faisaient qu'un. Et quand on les regarde, on comprend. Le Viking n'était pas un monstre, mais un maître de la survie. Son armure, la simplicité, sa force, la discipline, sa fierté, la résilience. Le terme par lequel les Vikings eux-mêmes désignaient l'idéal du guerrier était Drengr, un homme d'honneur. Le Drengr ne se vantait pas, ne s'ornait pas. Il prouvait tout par l'action. C'est ce mot qui transmettait ce que la légende a ensuite déformé. Les cornes, c'est une décoration. L'honneur, c'est un choix. Et c'est dans cette différence que réside toute l'essence. Les Vikings n'essayaient pas de paraître grands, ils l'étaient simplement. Les historiens modernes appellent l'ère viking le temps des braves. Leur héritage, non pas dans les costumes, mais dans l'idée même de s'aventurer dans l'inconnu. Ils ne savaient pas ce qui les attendait au-delà de l'horizon, mais ils y allaient quand même. Et c'est pourquoi leur image est si tenace. Nous y voyons non pas des barbares, mais l'incarnation du courage humain. C'est là que réside le secret de la longévité du mythe. Lorsque les Vikings mouraient, leur corps était souvent brûlé sur un drakkar envoyé en mer. Les flammes se reflétaient sur les vagues, et il semblait que le soleil lui-même les accompagnait dans l'autre monde. Peut-être est-ce cette image, le bateau, la flamme, le vent froid, qui est devenu le véritable symbole de l'époque. Non pas les cornes, mais le feu. Non pas le théâtre, mais le silence après le dernier cri. Et pourtant la légende des cornes s'est avérée plus forte que les faits, parce qu'elle nous donne non pas la connaissance, mais une sensation. Elle nous rappelle que chaque être humain porte en lui une sauvagerie, celle qui appelle à l'action, au risque, au dépassement. En ce sens, les cornes ne sont pas devenues un mensonge, mais une métaphore. Elles n'ont pas poussé sur les casques, mais de notre besoin de nous voir en héros. Aujourd'hui, alors que les archéologues et les historiens continuent de débattre des détails, un fait demeure inchangé. Les Vikings étaient des êtres de chair et de sang. Ils mangeaient du poisson séché, dormaient sur des pots, gelaient, perdaient des êtres chers, mais se relevaient toujours. Ils vivaient sans ornement, mais avec un feu intérieur. Et si l'on peut appeler quelque chose leur véritable corne, c'est leur volonté. Et maintenant, connaissant la vérité, tu peux te demander qu'est-ce qui est plus effrayant, un viking avec des cornes sur le casque ou un homme sans peur dans les yeux? Car les cornes, ce n'est que du métal, tandis que la détermination, c'est ce qui ne rouille pas. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que les Vikings sont un mythe, souviens-toi. Ils n'avaient simplement pas besoin de théâtre pour devenir une légende. Leurs cornes ne résonnaient pas sur les casques, mais dans les cœurs de ceux qui allaient à la rencontre de la tempête.